Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, content de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Sciences Humaines. Bonsoir Stillness sur Twitch, bonsoir Sylvain Ortega sur Facebook, bonsoir Vincent Darkred sur Twitch, Lulubal, Samoussassa, Kukrapoulp et Pandovstroknis. Alors voilà, ce soir on va parler de Panic Walk, comme vous avez vu dans le titre de l'émission. Donc on est avec Alex Maoudo alias Pandovstroknis sur les réseaux sociaux, qui est avant tout auteur d'un bouquin qui s'appelle La Panic Walk, qui est sorti récemment aux éditions matériologiques, je crois, c'est ça? Non. Non, c'est textuel. Ah, textuel, pardon, je suis désolé. Matériologique, c'était la semaine C'était dernière. la semaine dernière, ah, voilà, j'ai confondu avec la semaine dernière. Voilà, et donc on va parler un petit peu de cette question du wokisme, de la question woke. Alors ça prend parfois différentes formes, mais en tout cas on a entendu ce mot dans les médias récemment, pas mal. Le terme est censé désigner les luttes contre les discriminations racistes, sexistes, homophobes ou transphobes par exemple. Et elles sont parfois pointées du doigt comme étant un peu excessives ou dangereuses pour la société. Et ce qu'on désigne comme woke, en fait, ça a une histoire, c'est pas seulement un terme qui a émergé de nulle part. Et donc, c'est ce que voilà, on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vais surveiller vos questions, vos remarques, vos interventions dans le chat sur Twitch et sur Facebook. Donc, n'hésitez pas voilà, à les faire en direct. Je les prendrai pas forcément immédiatement, mais en tout cas, je le ferai au maximum. Et puis, ce soir, je suis encore avec Fabien qui va encore jouer le rôle de la personne qui interviewe, parce que Fabien, c'est toi qui as lu le livre d'Alex Maoudo. Oui, je l'ai lu. Alors avec beaucoup de plaisir. Alors j'avais jeté une oreille juste avant dans le live que vous étiez en train de faire, et je suis désolé de dire que ça va pas être une interview très critique encore une fois, parce que j'ai vraiment trouvé que déjà que c'était un essai extrêmement clair, extrêmement synthétique, et surtout qui revenait à des choses déjà très factuelles. Des choses proportionnées et de bon sens, et que ça faisait du bien dans ce débat, dans les débats qui agitent l'actualité. Et du coup, justement, on va parler d'actualité, mais j'espère on va peut-être pas parler que d'actualité, parce que ce qui est intéressant dans ce livre, je trouve beaucoup, c'est l'histoire que vous faites de la critique d'un mouvement woke. Alors, si on s'émancipe un tout petit peu des mots, c'est-à-dire de la critique aussi qui date d'avant l'utilisation de ce lexique particulier, sur la façon dont elle a voyagé depuis le continent nord-américain jusqu'en Europe. Et je m'étais dit que pour commencer, on pourrait déjà rappeler ce que ça veut dire woke, parce que si j'en crois un petit peu les sondages, il y a à peu près une personne sur 10 qui ne connaît pas ce mot, ou pour qui ça désigne une espèce de poêle pour faire sauter des légumes. Donc, d'où vient ce mot woke, et est-ce qu'il y a plusieurs origines à ce terme? Ouais, une personne sur 10 dans une enquête de l'IFOP un peu moins d'une personne sur 10 qui savait ce que ça voulait dire. Euh, D'où vient le mot woke? Alors, d'après ma collègue et amie estimée, Mam Fatou Nyang, qui a fait ce retour un peu lexical, cette généalogie-là, c'est un terme qui vient d'une forme de l'anglais qui est présenté de façon mal à propos dans les médias français comme étant comment dire, un argot, c'est pas de l'argot, c'est une langue qui s'appelle l'African American Vernacular English, ou AAVE de son petit nom, qui est une forme de l'anglais pratiqué par les Noirs américains, et dans laquelle woke vient donc du verbe to be awake, qui signifie être éveillé. Alors, je vais me permettre une parenthèse, puisque un certain nombre d'anti-woke ont dit, bah, vous voyez, ils s'appellent les éveillés, ça veut dire qu'ils considèrent le reste du monde comme étant les endormis, donc c'est un mouvement sectaire. Euh, Fort bien, mais comme je le dis dans le bouquin, j'ai pas encore, eu l'occasion, j'ai travaillé un peu sur les mouvements sociaux, de connaître un mouvement social qui s'appelle les abrutis qui comprennent rien à rien. Donc, ça me semble être relativement commun de dire qu'on a compris ce qui se passait quand on s'engage collectivement. Ensuite, ce terme, au départ, ne désigne pas un mouvement ou une idéologie, ça, c'est plutôt quelque chose de très très récent d'utiliser, et critique de l'utiliser dans ce sens-là, mais c'est un slogan, c'est un terme d'abord de langage courant, puis qui est devenu un slogan dans le cadre de ce qu'on appelle le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, où l'injonction Stay woke, restez éveillé, restez conscient de ce qui se passe, ne perdez pas la balle des yeux, en quelque sorte, est utilisée dans des chansons et sur des pancartes, etc., etc.,
Et puis devient le terme à proprement parler, woke, par une saisie du terme. Hein. Il y a un certain nombre d'activistes noirs américains et antiracistes qui vont dire on nous a volé notre terme, qui va devenir d'abord un outil de dénonciation de ce qu'on appellerait en France le capitalisme moral, en fait. Hein, le fait de dire, bah voilà, on a des entreprises qui maintenant vont saisir en fait une esthétique en fait des luttes sociales pour se justifier. Par la publicité notamment, la publicité aimant à reprendre des valeurs positives pour vendre des produits. Hein. On va vendre je sais pas, l'exemple typique, c'est la sexualité qui est utilisée pour vendre à peu près tout et n'importe quoi. Donc il y a le sentiment d'une dépolitisation en Oui, fait c'est ça, d'une du lexique. dépolitisation du terme. Et puis ensuite, là pour le coup, on a le début de cette idée que c'est la culture woke, puis l'idéologie woke, et qui devient en France le wokisme, qui sont en cause. Et là, c'est en 2021 en fait que ce terme arrive par le biais de la Fondation pour l'innovation politique, qui est un think tank conservateur, arrive dans le langage. Et là, il est repris très rapidement, à la fois par les médias et le personnel politique. Alors, d'ailleurs, j'avais une question par rapport à ce mot, le wokisme ou le fait d'être Mhm. wokiste. Est-ce que ça existe des personnes qui se revendiquent, c'est-à-dire des personnes qui disent je suis wokiste, ou est-ce que c'est un terme qui est purement un terme péjoratif de dénonciation? Alors, pour ce qui concerne le débat français, souvent ce qui est mis en avant par notamment les personnes voilà, proches de la Fondapol, hein, ça va être de dire c'est pas vrai de dire que c'est un terme insignifiant qui est péjoratif, puisque d'abord des gens s'en revendiquent, et en plus vous pouvez voir qu'en France c'est arrivé par le biais du Monde, qui a écrit un article il y a quelques années maintenant, 2018, qui s'appelait Ne soyez plus cool, soyez woke, pour en informer. Alors quand on lit cet article du Monde, on se rend compte qu'en réalité c'est déjà cette même inquiétude, puisqu'on va citer deux intellectuels plutôt conservateurs qui disent attention à ces dérives, etc., etc. Maintenant, sur le plan de la réaction, oui, on peut prendre l'exemple, par exemple, qui est souvent pris, hein, de Sandrine Rousseau, à qui on a demandé dans le cadre de la campagne pour la primaire écologiste, est-ce que vous êtes woke? Et qui a dit, si woke, ça veut dire toutes ces choses qu'elle estime positives, alors dans ce cas-là, oui, je le suis. Il me semble que Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière, un certain nombre de personnes ont essayé de faire la même chose. À ma connaissance, il n'y a pas de personnes qui se sont revendiquées spécifiquement wokistes ou d'une idéologie wokiste ou d'une idéologie woke avant que ce terme ne soit assigné. Ensuite, comment les gens réagissent quand on leur dit, si on vous dit vous êtes woke, une stratégie de défense face à ce truc-là, c'est de dire, si par woke vous voulez dire féministe et pour les droits des minorités sexuelles et de genre, oui, ok, je le suis. C'est une sorte de renversement bien du quelque chose stigmate. qui... Tout à fait, exactement. Et d'autres personnes ont dit, toujours dans cette même stratégie, de dire non, en fait, ça n'existe pas. Moi, j'essaye une troisième stratégie qui consiste à dire on s'en fout un peu, c'est pas la question. Il s'agit généralement d'une réaction à cette assignation, tout à fait. Historiquement, est-ce qu'on a des antécédents avant Black Lives Matter? Est-ce que l'injonction Stay Woke apparaît plutôt, je sais pas, dans les années 60 ou encore en amont aux États-Unis? Comment dire, le champ lexical de l'éveil, oui, complètement. On trouve des discours de Martin Luther King qui incitent à ne pas se rendormir, à ne pas perdre son éveil. Il y a, encore une fois, Mme Fatou Nyang identifie un personnage, là son nom m'échappe, qui était identifié comme étant The Pope of the Woke il y a quelque temps. Et puis il y a ensuite eu également un autre phénomène dans cette instrumentalisation, en fait, dans cette fétichisation du terme qui a eu lieu, qui est que comment dire, il y a ce phénomène de saisie en fait d'éléments, de signifiants culturels qui viennent des cultures noires entre guillemets aux États-Unis et qui sont saisis par la culture majoritaire et notamment la culture blanche, et qui va se retrouver concernant ce terme par exemple sur des vieux articles qui consistent à dire je crois que c'est l'article s'appelait If you're woke you dig it. Si vous êtes woke, vous pigez. Dig it, c'est également une expression qui vient de la AVE et qui visait à dire voilà comment parlent les gens cool en fait dans les bars où on est cool, et donc de se réapproprier ce terme. Donc oui, c'est un terme qui a effectivement une histoire qui est employée. Maintenant, il n'est pas comment dire, il n'est pas aussi réifié, il n'est pas aussi dur que ce qu'essayent d'en faire les gens qui en parlent. Notamment en France actuellement, c'est-à-dire il n'y a pas de manifeste woke, il n'y a pas d'église woke ou de parti woke, etc. C'est plus utilisé, je ne sais pas, on pourrait comparer ça à la conscientisation, par exemple. En France, c'est une très bonne comparaison.
D'accord, donc on a l'idée d'une prise de conscience, et prise de conscience de quoi? C'est-à-dire de l'existence de discrimination auxquelles on ne faisait peut-être même plus attention, ou auxquelles on n'avait pas assez fait attention, d'inégalité, d'injustice. Qu'est-ce que c'est comme prise de conscience? Oui, il me semble que c'est ça, c'est-à-dire la prise de conscience d'inégalité et d'injustice à travers des institutions qui sont présentées comme ne les reproduisant pas nécessairement. C'est-à-dire ce qu'on a vu à travers des travaux menés aux États-Unis sur la question du racisme, c'est que le racisme n'était pas qu'une question de malveillance interpersonnelle, c'était également une question de fonctionnement ordinaire d'un certain nombre d'institutions. Je vais prendre un exemple qui me semble-t-il vient du bouquin The Color of the Law, mais il faudrait que je contre-vérifie, donc j'ai pas envie de. Il me semble que c'est ça, sur la question du financement des écoles. Aux États-Unis, le financement des écoles publiques est rattaché à la taxe foncière. Et la taxe foncière dépend des revenus des habitants. Donc, si vous avez un quartier avec des gens plus pauvres, leurs écoles auront moins d'argent et donc auront des moindres financements pour payer leurs enseignants. Donc, des enseignants et des enseignements et du matériel de moindre qualité. Il s'avère que dans un pays où la question de la classe et de la race est aussi jointe et aussi intriquée qu'aux États-Unis, où c'est largement le cas, ça veut dire que dans les quartiers noirs, vous allez avoir des écoles de moindre qualité que dans les quartiers blancs. Et par conséquent, des difficultés sur le plan de l'éducation, et donc de la reproduction sociale, et donc de la pauvreté, etc. Euh, ça n'a rien à voir avec la méchanceté des gens. C'est involontaire en Donc, quelque sorte, c'est voilà, mécanique. c'est structurel, quoi, c'est le terme. Structurel, par le... Voilà. Donc, c'était beaucoup face à ce type de choses et aussi face à des institutions qui sont violentes, c'est-à-dire d'aller se rendre compte que, ben ouais, l'histoire de la police aux États-Unis, c'est une histoire de mise sous contrôle des personnes noires de longue date, etc., etc. Et donc, il y avait cette attention prêtée à ces questions-là. Alors, il y a une question un peu bizarre à poser, mais finalement, si on est sur, au départ, une prise de conscience d'injustice, d'inégalité, de discrimination à caractère raciste ou autre, comment est-ce que ça devient un objet de critique, en fait, au départ? À quel Ouais. moment on se dit, c'est scandaleux de réfléchir comme ça, il faut surtout pas, et quels sont les aspects, finalement, qui sont ciblés à travers cette dénonciation? Alors, pour arriver à ce résultat-là, il faut voir maintenant, on a la production de termes, de représentations, d'idées, d'idéologies par un mouvement social. Il faut voir ce qu'on pourrait appeler le contre-cadrage, la réaction en face. Là, pardon, je me permets, comme on est sur sciences humaines, de sortir du jargon de sociologue quand même un petit peu. Comment est-ce que c'est contre-représenté? Et là, il me semble qu'il y a un phénomène qui est à analyser, qui est ce qu'on a appelé la guerre culturelle. La guerre culturelle, c'est une certaine façon de faire de la politique, en fait. Et une façon de faire de la politique en centrant le débat public sur des enjeux symboliques. Non pas sur des enjeux de politique publique, ou des enjeux matériels, des enjeux statistiques, mais des enjeux qui sont du domaine des valeurs, en fait, du domaine presque de la morale. Et en s'ancrant beaucoup dans des anecdotes. Alors, pour ce faire, un exemple très, très, très parlant, ça va être la façon dont le mouvement qui a eu lieu suite au meurtre de George Floyd aux États-Unis a vu la création d'une séquence d'opportunités politiques pour le mouvement antiraciste qui a été saisie par les mouvements antiracistes autonomes en France. On a plusieurs grands rassemblements, au moins un devant le tribunal de grande instance de Paris et un autre sur la place de la République, qui vont marquer en fait la reprise d'une mobilisation antiraciste en France autour d'abord de la figure de George Floyd et son assassinat, mais aussi d'enjeux spécifiquement français, puisqu'on a la réactivation des comités justice et vérité, etc. etc. Et c'est le contre-coup à ces mobilisations, ça va être d'aller saisir un symbole qui est le fait que dans un certain nombre de manifestations à travers le monde, des statues ont été abattues pour transformer le débat en est-ce qu'il faut ou non abattre les statues, qui va quand même monter jusqu'à l'Élysée, puisqu'on a Emmanuel Macron qui s'inquiète de savoir si on va avoir des gens qui vont tenter d'abattre des statues en France. Et là, vous sortez du débat est-ce qu'on a une situation de racisme produit par des institutions ou des gens et comment est-ce qu'on pourrait y faire face pour aller sur un débat de est-ce qu'on a des antiracistes qui vont trop loin en voulant abattre des statuts ou réprimer notre liberté d'expression. Et c'est là en fait que se crée la panique morale, c'est à travers ce type de mécanisme. Donc il me semble qu'il faut voir ce phénomène-là comme étant véritablement une forme d'activisme, c'est-à-dire c'est porté par des gens, ça n'arrive pas automatiquement. Donc, On a d'ailleurs une une façon... remarque, Ouais, excuse-moi, je te coupe, mais une vas-y, remarque vas-y. dans le chat qui est pertinente à ce niveau-là, qui dit bah woke ça a remplacé donc SJW ou Social Justice Warrior, qui était surtout utilisé par les anglophones. En France, on a eu droit de l'homiste, par exemple. Voilà, il y a une histoire de cette contre-réaction. Mhm.
Ouais, et on en parle un petit peu dans le bouquin. Alors j'en ai raté, hein, SJW typiquement c'est un terme sur lequel je m'attarde pas, mais qui rentre complètement dans cette histoire-là, hein. On peut lire le livre de Simon Ridley, l'alt-right de Berkeley à Christchurch, hein, qui revient sur ce terme-là. Et effectivement, il y a ce phénomène de conception en fait de mots qui sont un peu à comment dire un petit peu comment dire, à obsolescence programmée en quelque sorte, et qui vont avoir une durée de vie relativement courte, qui sont des espèces de concepts un peu comme ça qu'on jette en bloc pour constituer un groupe de gens qui sont pas, qui sont en fait les méchants, qui sont les gens qu'on n'aime pas, hein, qu'on va diaboliser et regrouper autour de ce terme-là. Et woke n'est que le énième héritier d'une très longue histoire sur ce plan-là, ouais. Ouais, il y a une volatilité Ouais. des thématiques en fait et des polémiques. Oui, tout à fait. Et pour ça, il suffit de voir ce qui est arrivé. Alors, évidemment, c'est un terme qui a une histoire, mais ce qui est arrivé à l'islamo-gauchisme de notre désormais ex-ministre Frédérique Vidal. Frédérique Vidal annonce qu'elle considère qu'il y a un problème sur ce plan-là, qu'il va falloir enquêter. Elle demande au CNRS d'enquêter. C'est en février 2021, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Dans ces eaux-là, en tout cas. Et en octobre de la même année, alors qu'il n'y a pas eu d'enquête du CNRS puisqu'elle lui a été refusée, alors qu'il n'y a pas eu de création particulière de politique publique, alors qu'il n'y a pas eu de commission d'enquête malgré la requête de plusieurs députés, notamment LR, sur cette question-là. En bref, à part le fait qu'il y a eu une polémique médiatique et des listes de profs et de chercheurs à abattre, hein, dans un certain nombre de cas. On a une liste qui s'appelait quand même la liste des 600 traîtres à aller chercher sur l'islamo-gauchisme. Eh ben, la ministre se présente en disant « Problème réglé, c'est bon, l'islamo-gauchisme c'est gagné et on peut passer à la suite. La suite, ce sera le wokisme. » Et en fait, on a ce phénomène de on en a parlé, donc c'est réglé, quoi, en quelque sorte. Qui est, si on analyse ça sur le plan des politiques publiques, complètement éthéré, en fait, sauf à mettre sur l'agenda un problème public, bien sûr. Donc, si je résume l'idée, en fait, on a des débats de société, des débats économiques et sociaux qui se mettent en place, une réaction qui les étouffe en pointant des faits divers pour placer le débat sur un plan symbolique et culturel. Et ensuite, à la fin, on dit, bah, maintenant que le débat symbolique et culturel est réglé, le problème a été réglé. Et au final, les questions économiques et sociales qui se posaient au départ n'ont pas été même abordées, on peut dire. En tout cas, il me semble que c'est ce qui se passe. Alors moi, je ne vois pas ça comme étant un plan, hein. Je pense que c'est juste une façon de faire de la politique, encore une fois. Cela dit, il peut y avoir peut y avoir des effets politiques à terme. Un exemple de ça, par exemple, ça va être le fait que autour de la fameuse question du wokisme, il est désormais établi. Il y a un précédent dans lequel le Sénat organise une après-midi de débat sur le fait de savoir si un service public a pris un tournant idéologique dangereux. Service public qui est caractérisé en principe par la franchise académique, c'est-à-dire justement l'autonomie par rapport, voilà, la liberté académique, ce qu'on appelle les libertés académiques. Là, il y a un précédent qui est créé. Il y a également un précédent qui est créé quand un président de conseil régional, dans la personne de Laurent Wauquiez, peut prendre une de ces anecdotes et dire moi, du coup, je décide, comme il n'y a pas eu une décision disciplinaire rendue dans le sens que moi je souhaitais sur la question de l'IEP de Grenoble, je décide que je vais couper des bourses pour punir, entre guillemets, cet institut. Donc ces précédents-là, ils font trace, puisqu'on sait que l'action publique, elle fonctionne par des petits accommodements à la marge comme ça, qui ensuite créent ce qu'on appelle des dépendances au sentier, c'est-à-dire on prend l'habitude d'agir dans ce sens-là et ça devient la seule façon d'agir qu'on envisage. Peut y avoir des créations d'institutions beaucoup plus claires et nettes. On a eu au Royaume-Uni, par exemple, la création d'un poste en fait auprès du gouvernement, dont le rôle est de garantir la liberté de débat, entre guillemets, sur les campus, y compris par un contrôle idéologique des enseignements. Il peut y avoir des transformations plus de fond. Par exemple, on sait qu'aux États-Unis, il y a eu de longue date des propositions pour faire disparaître plus ou moins en fait la sécurité de l'emploi à l'université pour pouvoir garantir que les enseignants ne deviennent pas des propagateurs d'idéologies gauchistes qui conduiraient à la censure, etc. etc. Donc les réactions à la suite de cette panique morale, elles peuvent être nombreuses. En France, il semble qu'actuellement, ça a été une dramatisation du débat public et pas beaucoup plus que ça, pour le moment. On a aussi quand même le cas récent des accusations de wokisme contre le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Oui. Là aussi, est-ce qu'on peut dire que
ça ira pas plus loin, c'est juste histoire de dénoncer et de parler à ce propos, mais qu'il n'y a rien derrière. Ben, ça, j'ai l'habitude de dire en tant que politiste, les politistes sont surtout doués pour prédire le passé. Euh, Moi, en tout cas, je suis pas la personne qui est capable de. Je suis connu pour mes très mauvaises prédictions en matière politique. Je sais pas ce qui va se passer avec Monsieur Ndiaye. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des discours. Il y a eu un article aujourd'hui, par exemple, qui est paru dans le Causeur, consistant à dire c'est pas le diable que vous pensez que c'est, qui peuvent donc voir une sorte de réhabilitation de Monsieur Ndiaye aux yeux de ces mouvements, notamment au vu du fait que primo, Monsieur Ndiaye n'est pas un radical. Mhm. C'est rien de le dire. Enfin, c'est un intellectuel qui travaille de longue date au sein des institutions. C'est un intellectuel qui a toujours été très modéré, au contraire de ce qu'on lui prétend dans ses prises de position. Oui, certes, il dit que le racisme existe, mais ça, c'est une position de bon sens. Euh, et c'est un intellectuel qui, par ailleurs, voilà, comme je le disais, au musée de la Porte, c'est le musée de la Porte Dorée, me semble-t-il, a Ouais. été. Musée de Enfin l'histoire voilà, de c'est quelqu'un qui est l'immigration. dans. C'est ça, qui est quelqu'un qui est dans le système Mhm. depuis longtemps. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il semble que son cabinet lui ait été plus ou moins imposé pour ménager justement des personnes proches de Jean-Michel Blanquer. On va voir. Moi, je ne sais pas pourquoi pourquoi est-ce qu'il est allé au ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que c'est quelqu'un comme Martin Hirsch à qui on a dit va y avoir une réforme qui vous tient vraiment, vraiment fortement à cœur, qui était à l'époque le RSA, et vous allez avoir la possibilité de la porter, ou est-ce qu'au contraire, il s'est laissé voilà, convaincre idéologiquement enfin, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. En Mhm. tout cas, il me semble qu'il y a effectivement eu là un espèce d'épisode d'emballement qui est assez révélateur du fait que oui, en fait, le simple fait d'être un intellectuel public, il faut bien le dire aussi, un intellectuel public noir qui reconnaît l'existence d'un racisme au sein des institutions françaises, que le défenseur des droits, en la personne de Jacques Toubon, avait déjà reconnu, en ce qui concerne par exemple la police, eh ben, ça suffit à être présenté comme un wokiste dangereux. Mhm. Alors, il y a une Alors, question dans le chat ouais. qui fait écho à un chapitre du livre. Donc, on va peut-être en parler maintenant et puis après, on parlera d'histoire. Mhm. Ouais, donc une question de Louis Viter, qui est, je crois, un confrère, qui demande comment expliquer l'appétence d'une certaine presse pour cette panique woke et comment participer à la contrecarrer. Alors, comment expliquer l'appétence d'une certaine presse pour cette panic woke? Moi, c'est la question que je me pose et j'ai voulu, dans le bouquin, étant donné que j'ai pas mené d'enquête. C'est un bouquin qui ne s'appuie pas sur ni de l'ethnographie, ni d'une enquête sociologique par questionnaire, ni rien des outils qui sont les outils de production de première main des sciences sociales. Je me suis intéressé à des sources de seconde main et je me suis intéressé à de la lecture d'essais. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au sein, je n'ai pas été m'infiltrer au sein de la rédaction de Mhm. CNews pour voir comment on y produit l'info au quotidien. Je me suis donc basé sur un travail qui est généralement reconnu, qui est la banlieue du 20h, un essai de sociologie sur la production justement des représentations de la banlieue au sein du journal télévisé de France 2, et dans lequel il est montré par une enquête ethnographique comment le contenu n'est pas une question de conviction idéologique des journalistes, mais plus une question de conditions de travail, de transformation des normes et surtout de la nécessité de produire de l'information rapidement, au quotidien, dans une période de changement, à travers des normes notamment qui viennent du privé et qui pourra attirer l'audimat. Et il me semble que c'est ça qui se passe. En fait, je ne pense pas que on parle de wokisme particulièrement par conviction idéologique, enfin, peut-être pour les intellectuels qui en parlent, mais d'un autre côté, ils parlent de tellement de sujets et ils changent tellement rapidement de sujets d'expertise que ça n'a presque aucune importance. Je pense qu'on en parle parce que ça permet de remplir du temps d'antenne, parce que ça permet d'occuper en fait de la grille d'infos sans avoir besoin d'envoyer sur le terrain des reporters comme Louis, que je salue, qui est un journaliste de terrain, effectivement, et un photographe de grand talent, et qui connaît bien ce truc-là, enfin, qui sait que c'est coûteux, que c'est difficile, que ça prend du temps, c'est compliqué, et ça ne va pas, donc, si on veut faire 24 heures d'infos dans une journée. Par ailleurs, il y a toujours ce champ de ce que Pierre Bourdieu appelait les quick thinkers ou les fast thinkers, je ne sais plus exactement quelle expression il utilisait, mais qui Fast sont en thinker, gros je les pense. fast thinkers, qui sont les intellectuels généralistes qui ont toujours plus ou moins un bouquin à vendre, qui sont toujours plus ou moins là, qui vont avoir la possibilité très rapidement de produire de l'expertise sur un peu tout et n'importe quoi, et qui sont là en fait, donc pourquoi s'en priver? Et votre serviteur en fait partie. Hein. On me demande mon avis sur Pape Ndiaye. J'ai aucune expertise sur Pape Ndiaye et je suis pas capable de savoir quel type de politique il va mener. Euh,
ça, je le dis en plaisantant, mais il y a effectivement ce cycle médiatique tout à fait normal, et je pense que c'est également le même mécanisme qui fait que vous et moi connaissons chaque année les résultats de la Transat Jacques Vabre, alors que on n'a probablement pas un grand intérêt pour la voile, en tout cas en ce qui me concerne, et ça ne nous empêche pas d'en entendre parler, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Comment la contrecarrer? Si je le savais, je serais déjà fort riche. Malheureusement, je ne sais pas. Et là-dessus, moi, ma recommandation, c'est toujours que 100 fleurs s'épanouissent, que 1000 fleurs s'épanouissent. Je ne sais plus quel est le nombre de fleurs qu'il faut laisser s'épanouir. Il faut tout essayer. Il faut essayer de faire du debunking, il faut essayer de se moquer d'eux, il faut essayer de faire de l'analyse, je pense qu'il faudrait essayer de faire des enquêtes de sciences sociales également sur ces personnes, parce qu'il n'y a pas de raison de s'en priver. Il me semble que Émilien Warvial, qui est doctorant et spécialiste de la droite en France, a commencé à faire quelques propositions en ce sens-là sur l'analyse de réseau, et c'est vachement intéressant, je trouve, ce qu'il fait. On peut également les dépasser, créer des contre-feux, etc., etc. Je voudrais apporter une petite nuance peut-être, parce que j'ai pas fait d'enquête de terrain non plus, mais j'ai plus de 10 ans de pige, donc je suis passé dans pas mal de rédactions. Et je pense que dans les positions de pouvoir dans les rédactions, il y a quand même pas mal de journalistes qui ont un a priori négatif sur ce qu'on désigne comme woke ou du wokisme. Pour une raison en fait un peu socio-économique, qui est que les journalistes dans des positions de pouvoir, dans des rédactions importantes, sont souvent des gens qui cumulent beaucoup de privilèges, qui sont souvent blancs, issus de milieux plutôt bourgeois, etc. Et du coup, il y a quand même, moi je constate quand même dans la presse magazine en général, une espèce de norme au niveau des rédactions en chef, des directions de rédaction, où, attention, il y a quand même des grosses dérives sur le wokisme, mais une position neutre, centrale, entre guillemets, est plutôt dans une critique de ce qu'on désigne justement comme du wokisme. En tout cas, c'est une impression que j'ai, mais là encore, je n'ai pas fait une enquête exhaustive. Par contre, ce que je voudrais redire aussi, que vous venez de dire, c'est que quand vous vous intéressez à la différence de positionnement politique entre les journalistes de terrain, ceux qui font des enquêtes, ceux qui font du reportage, et les éditorialistes, etc., en général, c'est le jour et la nuit. Je donne toujours cet exemple. Chaque fois que vous faites une enquête au Figaro sur les votes à l'occasion des élections présidentielles, sur tous les journalistes, même les petits pigistes, même les reporters, etc., vous êtes au Figaro, et pourtant, je crois que vous avez généralement plus de 50% de la rédaction qui vote à gauche. Alors après, pleine nuance de gauche, quoi, mais voilà, c'était juste une parenthèse. Non, je pense que moi, mon propos n'est pas de dire que ce que vous venez de dire est faux, c'est que je ne le sais pas. Et ne le sachant pas, je n'ai pas envie de m'avancer. Alors, j'ai mes opinions sur la question. J'ai ma petite supposition, effectivement, sur le type de personne et le type d'idée qu'on doit trouver à la tête de la rédaction de tant et tant et tant. Et il s'avère que j'ai des copines, des copains, des colocs, des personnes dans ma vie qui sont également journalistes, qui font des piges ou qui sont ceci ou cela. Et donc, je subodore la même chose que ce que vous venez de dire, mais ne le sachant pas, je ne me permettrai pas de le mettre dans un bouquin en disant voilà comment c'est. On a une remarque aussi dans le chat à propos de CNews, de Tesla Ghost, qui dit CNews, c'est surtout la volonté d'un proprio d'en faire un nid d'extrême droite, tout comme Europe 1 qui a plus grand chose à envier à Sud Radio. Alors pour Europe 1, je ne sais pas trop, mais en tout cas pour CNews, on a entendu parler quand même récemment du fait qu'il y avait eu une volonté de la part de la direction d'orienter la campagne présidentielle dans une certaine direction. Ouais, c'est ce que vos collègues des jours qui enquêtent sur l'empire médiatique Bolloré depuis fort longtemps ont l'air de dire également. Ces auditions-là et l'article sur le fait que Vincent Bolloré estime que c'est sa mission civilisationnelle ou quelque chose comme ça, n'était pas sorti à ma connaissance quand j'ai fini d'écrire le bouquin. En tout cas, j'en ai pris connaissance après, et donc je ne les ai pas inclus. D'accord. Et par ailleurs, j'ai presque envie de dire, de toute façon, qu'il le veuille ou non, que ce soit malveillant ou non, ça ne change rien puisque le résultat est le même. Alors, on va revenir au livre, justement. Donc, si on revient un petit peu sur l'histoire longue de cette panic woke, comme vous l'appelez en titre, ça remonte à quand, finalement? Tout à l'heure, quand on parlait de l'islamo-gauchisme, de l'université, des listes d'intellectuels, on ne peut pas s'empêcher de penser au macartisme, à la chasse aux sorcières. Est-ce qu'on a un précédent particulièrement important? Est-ce que ça date d'encore avant? Est-ce que c'est comparable? Alors, ça date d'encore avant, du moins si on en croit des gens comme Andrew Hartman, Corey Robin, ou si on lit par exemple des gens comme Charles Maurras. Moi, je tire mon chapeau à mon ami et collègue Guillaume Sillol. Je suis sûr qu'il est en train de nous regarder en ce moment, qui m'a filé le dictionnaire
Politique et morale de Charles Maurras, dans lequel, effectivement, au chapitre éducation, on trouve déjà des inquiétudes sur le fait que le développement de l'éducation va conduire les fils de paysans à arrêter d'ôter leur chapeau devant les fils d'aristocrates et par conséquent perdre le sens commun de la nation, etc. On trouve déjà cette accusation de division dans le livre, excusez-moi, de Frédéric Matonti. On trouve également la citation d'articles sur la mise au pas en fait de la sociologie pendant l'inquiétude vis-à-vis de la sociologie et la mise au pas sous le régime de Vichy aux mains en fait de personnes qui craignaient justement également cette division et cette division au niveau de la famille, etc. Alors le macartisme me semble, en ce qui concerne les États-Unis, une date intéressante parce que c'est la date où le mouvement conservateur passe d'un certain style à un autre. Si vous lisez William F. Buckley Jr., qui est l'auteur, moi, un peu que j'aime bien citer sur cette question-là, qui était à la fin du macartisme un jeune et prometteur intellectuel conservateur qui passe par Yale, où il fait 3 ans de droit, qui en sort et qui publie son bouquin God and Man at Yale, qui est un peu l'essai fondateur d'un style qui est désormais un peu connu, qui est le jeune étudiant qui va dans une fac et se rend compte que c'est tous des gauchistes et c'est horrible. Lui écrit ce bouquin pour défendre le macartisme. Il dit, moi, mon projet, c'est de dire qu'il a tout un chapitre sur les illusions de la liberté académique, de dire que tout ça, c'est une très mauvaise chose et qu'il faut en fait en finir et qu'il faut un contrôle idéologique des professeurs. Donc, il est encore dans cette époque macartiste, mais il a déjà senti que le style qui va passer au niveau rhétorique, ça va plutôt être la victimisation. Et donc, il dit que lui, c'est vraiment horrible parce qu'en tant que jeune étudiant qui défendait le macartisme, il a été mis à mal par ses collègues, par ses camarades, par ses enseignants, qu'il n'a pas pu exprimer ses idées alors qu'il dirigeait quand même le journal et un des clubs politiques de Yale, etc. Et donc, il se victimise pour dire, par conséquent, il faut aller punir les gens qui ont essayé de me contraindre. Ce style victimaire, ensuite, il va vraiment être fortement présent tout au long du XXe siècle et encore aujourd'hui au XXIe siècle, dans le mouvement conservateur aux États-Unis, et il est importé en France, à travers justement des témoignages réguliers en fait d'intellectuels conservateurs, puis néoconservateurs, puis paléoconservateurs, néo-réactionnaires. Enfin, on a toute la ribambelle aux États-Unis qui se met en place et qui vont régulièrement dire « Ah là là, c'est terrible, sur les campus, on ne peut plus s'exprimer ». On est victime des effets de la discrimination positive qui veut dire que nous, on ne peut plus trouver de job, alors que c'est leur politique, et parfois même littéralement eux en tant qu'individus, qui sont à la manœuvre pour baisser la quantité de jobs stables à l'université. Il y a une censure gauchiste qui se met en place, c'était pas comme ça avant, et il va falloir agir. Et ce qui est intéressant, c'est que le « c'était pas comme ça avant », il est répété de décennie en décennie. Donc on va avoir parfois, c'est l'exemple que je prends, Camille Paglia en 1991 sur la question du politiquement correct, qui était le nom que ça avait à l'époque, qui dit « Moi, quand je faisais mes études, c'était pas comme ça ». Et quand on remonte en fait à l'époque où elle faisait ses études, on trouve des articles dans la presse néoconservatrice qui disent « Nous, quand on faisait nos études, c'était pas comme ça », et ainsi de suite. Donc il y a ce tournant du macartisme qui me semble est important parce qu'il a permis en fait aux intellectuels conservateurs américains, états-uniens, excusez-moi, de se construire comme la majorité opprimée au sein de l'université et qui par conséquent doit être défendue. Et ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans cette histoire de wokisme. C'est-à-dire les wokistes sont à la fois minoritaires mais suffisamment puissants pour censurer tout le monde. Et effectivement, dans le livre, ce que j'avais trouvé assez fascinant, c'est l'espèce de constance de cette rhétorique. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes éléments de langage qui reviennent sous des formes un petit peu différentes. Mais j'avais noté en vrac, on a l'idée d'une jeunesse géniarde, abétie, manipulée par des universitaires d'extrême gauche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Entrer en guerre contre les hommes blancs, les traditions, la méritocratie. C'est un sujet qui revient très très tôt. Ça, je ne pensais pas d'ailleurs que ça revenait autant. Et pour autant, on a de subtiles transformations un peu sémantiques au fil du temps. Effectivement, il y avait le politiquement correct avant. Quelqu'un a mentionné la cancel culture aussi plus récemment. Mais c'était en fait d'une variation toujours sur une même opposition entre quoi? Entre conservatisme et progressisme? Oui, moi j'aime bien la catégorie qui est utilisée par les néocons des années 70, qui est la culture adversariale. C'est-à-dire l'idée, alors au début c'est une idée qui vient plutôt de la sociologie marxiste et qui est reprise par ces gens qui viennent de la gauche, hein. C'est l'histoire des néocons, c'est des gens de gauche qui se sont rendus compte de leurs errements passés et qui sont passés à droite, et qui vont reprendre notamment les outils de la contre-culture et dire, en fait, cette culture adversariale, c'est quoi? Il y a une culture dominante aux États-Unis, une culture majoritaire, qui est
pro-capitaliste, individualiste, chrétienne, conservatrice sur le plan des mœurs, qui est pour une certaine forme de conformisme au sein de la famille, etc. Et puis, sur les campus se développe une contre-culture, une culture adversariale, une culture ennemie, qui cherche à renverser ces codes culturels-là pour prendre le pouvoir et mettre en place un système communiste, et qui est collectiviste, qui est anti-religieuse, ou en tout cas libertaire sur le plan des mœurs, qui n'aime pas l'autorité, qui n'aime pas le conformisme, qui n'aime pas le travail, qui est comment dire, qui ne pratique pas cette même rigidité sur le plan des relations de genre, qui veut l'égalité à tout prix sur le plan des relations raciales, etc. etc. Et en fait, cette idée-là, elle est un peu au cœur de ce truc-là, c'est-à-dire il y a la crainte que sur ces campus se développe cette culture qui va contaminer entre guillemets les esprits. Je reprends cette analogie à mon collègue sociologue Mathieu Bock-Côté, qui est un sociologue canadien qui officie également sur CNews et dans d'autres médias, et qui parle, lui, de virus idéologique. Donc il a l'analogie de la maladie, en fait, qui va aller chercher, pour parler de la façon dont voilà, ces contagions-là ensuite peuvent conduire à une chute de la société, puisque toujours au sein de ce mouvement de la droite, que ce soit dans la nouvelle droite française comme dans la New Right états-unienne, on a cette idée que la politique se situe en aval de la culture, et que par conséquent, en transformant la culture, la gauche voudrait transformer la politique, et que par conséquent, il faut transformer la culture pour transformer la politique. Donc c'est là que les campus apparaissent, alors que les mouvements sociaux dont on parle, les mouvements antiracistes, les mouvements antisexistes ou antipatriarcaux, les mouvements LGBT, les mouvements syndicalistes, etc., ont des rapports évidemment avec la gauche universitaire. Il ne s'agit pas de dire que c'est hermétique complètement, ce serait complètement faux, mais n'en viennent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup lu de sociologie que les militants pour les droits des minorités de genre et des minorités sexuelles ont décidé de prendre la rue. C'est parce qu'ils ont constaté des problèmes concrets autour d'eux. Donc voilà un petit peu la façon dont se développe cette crainte en ce qui concerne les campus. Et bon, il y a cette permanence, ces petites variations sémantiques, mais justement, au-delà de la permanence, est-ce qu'il y a aussi des changements au fil disons, des 50 dernières années, par exemple? Est-ce qu'il y a quand même de nouveaux thèmes qui font éruption? Est-ce qu'il y a eu des périodes où un camp est dominant et l'autre est dominé, puis où après ça s'inverse? Est-ce que ça change un petit peu? Il me semble qu'on a, notamment sur le cas des États-Unis, on a vu un triomphe en fait qui s'est ancré dans les années 70, confirmé dans les années 80, et à partir duquel c'est vraiment devenu le style dominant. Quand on lit des travaux, alors moi je suis en train de me farcir la très très longue saga historique de Rick Perlstein sur l'histoire de la droite aux États-Unis, qui commence avec la campagne de Barry Goldwater, et qui continue jusqu'aux années Reagan, et il a l'intention de continuer, mais c'est des gros bouquins. On voit bien effectivement cette façon dont la droite aux États-Unis s'est ancrée dans la mise en avant d'une certaine politique de l'identité, qui est rurale, blanche, évangéliste, tout ce que vous voulez, pour mettre en avant ces idées, et a été construire des problèmes publics particuliers. Par exemple, la question de l'avortement est une question qui n'intéressait pas particulièrement la droite aux États-Unis et qui est devenue absolument vitale. Maintenant, des évolutions, il y en a en ce qui concerne les contenus et les gens qui sont dénoncés. À l'époque, par exemple, de William Buckley, l'intellectuel à abattre, c'est John Dewey, le fondateur de la philosophie pragmatiste. On en parlait tout à l'heure sur ma chaîne Twitch, c'est rigolo. Et puis plus tard, c'est devenu ce qu'on a appelé l'école de Francfort, avec ces intellectuels marxistes, plutôt juifs, qui sont venus s'installer aux États-Unis, avec notamment Adorno, Horkheimer, qui sont, avec la dialectique de la raison, les deux auteurs un peu les plus reconnus. Et puis après, ça a été ce qu'on a appelé la French Theory, avec des gens comme Michel Foucault et Jacques Derrida, qui sont généralement mis en avant comme étant les grands malfaiteurs en la matière. Et puis maintenant, c'est les études de genre, les studies, et notamment les gender studies, les études de genre, les critical race, la critical race theory, qui est une espèce de, pardon, pas une espèce, qui est une théorie juridique développée aux États-Unis pour analyser les effets de la loi sur les groupes raciaux, etc. Et les termes ensuite qui servent à diaboliser les gens évoluent aussi. C'est-à-dire ça va être à une époque le communisme ou le collectivisme, à une autre la culture adversariale des intellectuels, à une autre ça va être la contre-culture, à une autre ça va être le politiquement correct, actuellement c'est le wokisme, et les termes vont continuer à changer, on peut le supposer.
Donc oui, il y a des évolutions sur ce plan-là, mais le fond le fond de la crainte et le fond de la critique, me semble-t-il, reste très stable en réalité. Ok. Merci Hurt de trouver ça passionnant. Moi aussi, je trouve ça absolument passionnant. Il y a une expression dont on n'a pas du tout parlé encore, celle de panique morale, qui est pourtant super importante dans le bouquin. Alors, panique morale, moi je ne connaissais pas du tout le sujet, mais j'ai découvert que ce n'était pas juste une expression justement de débat, que c'était aussi un concept sociologique. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu qui a conçu cette expression et ce qu'elle recouvre? Oui, bien sûr. La panique morale, elle a en gros deux pères tutélaires, qui sont d'abord Stanley Cohen, qui est un sociologue qui est venu au Royaume-Uni pour s'intéresser, me semble-t-il, aux médias au départ, et ensuite, très important, bien entendu, Stuart Hall, qui était, lui, le fondateur de ce qu'on appelle les études culturelles, et un sociologue très important dans la réactivation d'un certain référentiel marxiste au Royaume-Uni. Et donc, chacun, à leur façon, s'intéresse à la manière dont des faits divers, en réalité, deviennent à un moment des objets de scandalisation, à tel point que leur traitement a l'air complètement absurde. Alors, je vais prendre l'exemple qui est pris par Stanley Cohen, parce que c'est le premier, à ma connaissance, à avoir utilisé le terme. Il parle de bagarres entre des gangs, entre ce qu'on appellerait en France des blousons noirs. Dans le cas de l'Angleterre, c'est les Mods et les Rockers. Et donc, ces gangs de jeunes, ces groupes de jeunes se livrent l'été à une bagarre qui finit sur une plage. Alors, il y a quelques dégâts. Et puis, cette scène de bagarre, en fait, va provoquer un véritable cataclysme sur le plan médiatique, avec une crainte qui est quand même, dans le traitement, suffisamment importante pour que certains des chroniqueurs qui en parlent à l'époque se posent la question de est-ce que le Royaume-Uni va survivre aux Mods et aux Rockers? Et est-ce qu'on est face à un danger plus important que le Blitz? Le Blitz, pour les gens qui ne connaissent pas l'expression, c'est le tapis de bombes que l'Allemagne nazie a fait tomber sur notamment Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale pour essayer de mettre l'Empire britannique à genoux. Donc on est quand même sur de la bonne grosse comparaison, si vous voulez. Stanley Cohen, il développe son modèle de la panique morale à partir de ça. Il en fera des étapes sous la forme d'une histoire naturelle qui s'ancre dans ce que, entre sociologues, on a l'habitude d'appeler la construction des problèmes publics. En fait, c'est un certain type de construction d'un problème public qui s'appuie sur un certain nombre d'étapes. Et est-ce que vous voulez très rapidement que je les donne, ou alors on passe sur ça? Oui, ça peut être intéressant. Rapidement, ouais. Donc les 5 éléments qui sont identifiés plus tard à travers une relecture un peu de la littérature sur le sujet par deux sociologues qui sont messieurs Good et Ben Yehuda, dans un bouquin qui s'appelle Moral Panics, sans beaucoup de créativité, sont primo le fait qu'une morale panique, excusez-moi, donc panique morale, c'est un moment d'inquiétude collective, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la société, on sent qu'il y a un problème. Deuxièmement, d'hostilité envers un groupe qui est rendu responsable de ce problème, c'est-à-dire ça va pas être justement du structurel, ça va être dans le cas de notre panic walk, les wokistes sur les campus universitaires qui sont malveillants, qui sont des gens qui sont diabolisés. Troisièmement, une forme de consensus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat sur le fait de savoir si le problème dont on parle existe ou pas. Il y a un débat sur le fait de savoir qu'est-ce qu'on peut faire face à celui-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord tout le temps dans toute la société, mais qu'il y a suffisamment de consensus pour que ça fasse masse critique et qu'on en parle. Une comparaison que j'aime prendre, il y a des groupes qui sont en consensus entre eux sur le fait que des aliens visitent régulièrement la planète Terre pour y enlever des gens. Mais il n'y en a pas assez, ce consensus n'est pas assez déployé, développé, pour que ça devienne un objet dont on est obligé de discuter sur le plan médiatique. Alors vous voyez que là, on est un peu sur du nébuleux, parce qu'évidemment, ces notions de masse critique, etc., c'est toujours complexe. Il n'y a pas vraiment de frontières très claires. Quatrièmement, c'est la volatilité, c'est-à-dire des polémiques qui émergent très rapidement et qui disparaissent très rapidement, soit en devenant en étant incluses dans les politiques publiques, soit en disparaissant purement et simplement. Et cinquièmement, c'est l'exagération. L'exagération ne veut pas dire le mensonge, parce que quand on a commencé à parler de panique morale, notamment sur Twitter, certains chroniqueurs un peu conservateurs ont dit est-ce que c'est une panique morale? Non, parce que les faits sont réels. Eh ben, en fait, une panique morale, ça ne veut pas dire que les faits sont réels, ça veut dire qu'ils sont exagérés. Alors, l'exemple que j'aime apprendre, encore une fois, c'est mettons que je fasse une revue des crimes.
et que je dise, voilà, je vais donc dans cette revue noter tous les meurtres, mais que je note par critère par sélection, par biais de sélection, uniquement les crimes qui ont été commis à 18h30 au couteau. Les gens qui liront ma revue des crimes auront l'impression que tous les meurtres sont commis à 18h30 et au couteau, et donc se diront, les crimes ont été tous commis à 18h30 et au couteau. Et si on dit non, en fait, là, vous faites une surreprésentation d'un certain type de meurtre, et si on regarde les meurtres dans leur ensemble, c'est pas du tout ce qui se passe. J'aurais bon jeu de répondre, non, mais mes meurtres ont vraiment eu lieu. Oui, bien sûr, vos meurtres ont vraiment eu lieu, mais il y en a eu d'autres. Alors là, qu'est-ce que je veux dire avec ça? La panic walk, elle s'est construite entre autres sur les annulations d'événements et les licenciements d'enseignants, parce qu'ils avaient tenu des propos identifiés comme étant trop de droite, conservateurs, racistes, sexistes et tout ce que vous voulez, et qui avaient provoqué l'ire de la gauche. Et là-dessus, certes, il est vrai que les cas qui sont cités sont vrais, mais si vous prenez l'univers des événements, comme le fait par exemple un collègue dont le nom m'échappe, je suis vraiment désolé, je le cite dans le bouquin, pardon, qui prend l'intégralité des cas d'annulation d'événements et surtout de licenciement, de non-renouvellement de contrat aux États-Unis dans la période qu'on identifie comme étant la période de la crise de la liberté d'expression sur les campus, c'est-à-dire 2015-2017, en réalité, la majorité des personnes qui sont virées ou qui ne voient pas leur contrat renouvelé sur la période sont des gens identifiés comme étant à gauche pour avoir outré notamment des sensibilités chrétiennes. Donc, quand on regarde la totalité des faits, on manque une grosse partie des cas qui sont les cas qui ne correspondent pas à ce narratif, en fait. Et ça, on le voit en France, où on est en 2022 actuellement. Vous avez des débats sur le wokisme, où le cas qui est cité, ça reste « Oui, mais en 2019, la conférence de Sylviane Agacinski a été interrompue à l'université Bordeaux-Montaigne ». Ce qui est vrai, mais il y en a quand même eu un paquet depuis qui ne concernait pas nécessairement que des gens identifiés comme étant transphobes, ce qui était l'accusation principale qui était faite à Madame Agacinski à cette date-là. Et pour ne pas parler des gens qui ne voient pas leur contrat renouvelé quand ils sont vacataires, et encore pire que ça, il y a eu récemment des travaux qui ont été publiés sur la question, le livre s'appelle « Comment l'université broie les jeunes chercheurs », me semble-t-il, qui revient entre autres sur cette question-là. Oui, c'est la question en fait des mécanismes de censure au sens très très large qui peut être posée. Alors juste pour la signaler, ça me faisait penser à un des innombrables jeux de mots de Pierre Bourdieu, les faits divers sont là pour faire diversion, je crois que c'était quelque chose comme ça, qui résume bien. Alors je crois qu'on a une question. Ouais, on a une question qu'on peut prendre de Bleudiro qui dit « J'ai entendu le nom de Jacques Derrida, dont la pensée a récemment été qualifiée de virus, il me semble, dans le colloque sur le wokisme à l'initiative de Jean-Michel Blanquer. N'y connaissant rien, j'aimerais bien un résumé de ce dont il est question. » Alors, qu'est-ce que c'est que la pensée de Jacques Derrida? Et la French Theory, peut-être. Et la French Theory, dont on a parlé rapidement tout à l'heure, mais que tout le monde ne connaît pas forcément, bien sûr. Alors, je vais être absolument honnête. Jacques Derrida, j'y comprends rien. Je sais qu'il a créé une méthode d'analyse textuelle et littéraire qui s'appelle la déconstruction, qui n'a rien à voir avec ce dont on l'accuse, parce que le terme de déconstruction il est utilisé dans certains milieux militants pour désigner le fait de se débarrasser de ses préjugés sur le monde, un peu à tort et à travers si vous voulez mon avis, mais ça c'est la personne qui aime bien pinailler sur les concepts de sociologie qui parle. Maintenant, ce que signifie la déconstruction chez Jacques Derrida, ça me dépasse. Je n'en sais rien et je n'ai jamais utilisé cette méthodologie-là, donc je ne pourrais pas vous aider, je le regrette. C'est peut-être un peu plus intéressant de savoir pourquoi Jean-Michel Blanquer dit que c'est un virus. Parce qu'en fait, lui non plus, il ne sait absolument pas ce que ça veut dire, parce que sinon il n'en parlera pas comme ça. Il utilise cette définition militante, c'est-à-dire la déconstruction comme étant en gros la remise en question de normes qui sont prises comme acquis pour en proposer de nouvelles. Ça, on sait que c'est une des ruptures épistémologiques qui est inhérente aux sciences sociales. Une des choses que font les sciences sociales, c'est de nous faire nous poser la question pourquoi ici c'est comme ça et là-bas c'est pas comme ça. Et donc de nous rendre compte que les choses que nous prenons pour allant de soi, alors je vais citer un très vieux ancien maître des sciences sociales, l'ami Marcel Mauss, qui écrit dans son texte Les techniques du corps que des gestes aussi banals que manger, s'asseoir, dormir, marcher, grimper, etc., eh bien, en fait, sont sociaux, ils ne sont pas naturels. Il n'y a pas la meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. Il y en a de très nombreuses qui dépendent des sociétés, des âges, etc., du genre. Les sciences sociales font ça, et ça va contre un agenda qui est plutôt conservateur, qui a besoin de dire que, en fait, nos normes sociales, elles sont bonnes, elles sont justes, elles sont intemporelles, elles n'ont pas besoin de changer, il ne faut pas les remettre en question, sinon c'est dangereux.
C'est là, en fait, que cette notion de virus vient dans la bouche de Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire qu'il craint que cette réflexion-là conduise à une remise en cause de normes sociales que lui estime valables de protéger. Pour parler maintenant de la French Theory, de la théorie française, là aussi, je pense que François Cusset est peut-être un peu mieux placé que moi pour en parler, dans la mesure où c'est sa spécialité, il a écrit le bouquin. Moi, ce que j'en ai compris, et je parlerai donc sous son austère contrôle, et il me corrigera si j'ai tort, c'est qu'il s'agit en fait d'un ensemble d'intellectuels qui n'ont pas nécessairement des travaux qui ont grand-chose à voir entre eux, comme par exemple M. Derrida, M. Deleuze, M. Foucault, M. Bourdieu, qui sont des gens qui ont travaillé sur des choses très différentes, qui avaient comme point commun d'être vaguement plus ou moins de gauche, Et de la de même vaguement génération. ouais, de la même génération, et qui en fait ont été un phénomène de mode à peu près en même temps aux États-Unis, et qui ont été lus aux États-Unis par des gens qui ensuite en ont tiré des travaux sur tout un tas de sujets. L'exemple probablement le plus connu étant Judith Butler avec son bouquin Troubles dans le genre. Mais c'est essentiellement un phénomène presque, j'ai envie de dire, un coup littéraire, quoi. De les appeler French Theory parce que ils ont Pierre Bourdieu et Michel Foucault, je veux dire, les deux sont intéressants, les deux touchent à des sujets qui sont potentiellement en rapport, mais on ne peut pas vraiment dire qu'ils partagent un même champ théorique. Alors, Il y a un je vous concours qui est mets. lancé dans le chat. Après ma thèse en 180 secondes, il va falloir faire Heidegger en 180 secondes, Derrida en 180 secondes, Deleuze en 180 secondes. Je voulais juste Je ajouter vous une mets. petite chose parce que j'avais fait pas mal d'interviews sur justement en philosophie. C'est souvent moi qui suis la philosophie Ouais. pour sciences humaines. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai interviewé un spécialiste de Deleuze, un spécialiste de Foucault, enfin, ils détestent le concept de French Theory en général. Ils vous disent c'est une espèce d'invention américaine où en fait ils ont vu des Mm. auteurs français, même génération, qui venaient souvent de l'université de Vincennes. Ils les ont mis ensemble dans un gros package qu'ils ont appelé French Theory. Mais pour les chercheurs français spécialistes de ces auteurs, ça ne correspond à rien. Et c'est vrai qu'entre, oui, Mm. typiquement Deleuze et Bourdieu, enfin, je vois pas le rapport, franchement. Mm. Et Juste à propos de Derrida, je me permets, je vous mets un article de Sciences Humaines sur le sujet que j'ai passé Voilà. en accès gratuit juste pour l'occasion. Donc voilà, vous pouvez aller jeter un œil, bien sûr, après le stream. Hein. On finit quand même de discuter. J'irai le lire comme ça, je pourrai répondre la prochaine fois. Puisque... est-ce qu'il y a encore Excuse-moi, des du coup, questions dans Fabien, le je t'ai chat coupé. Ouais. Il y a non, peut-être d'autres j'avais terminé. questions. Ou toi, Hugo, toi qui n'as pas lu le livre, ça peut être intéressant aussi. Ouais, alors, moi j'avais envie de rebondir sur une remarque qui avait été faite tout à l'heure dans le chat, mais c'était plutôt au début de l'émission, où quelqu'un disait que le qualificatif de woke était plus ou moins un homme de paille qu'on adressait aux progressistes, c'est-à-dire qu'on fait des progressistes, voilà, des personnes qui sont capables de retourner la société entière, et vous en parliez tout à l'heure. La question c'est, est-ce que c'est vraiment un homme de paille? Ou est-ce que il y a des cas, on va dire, même s'ils sont peu nombreux, mais il y a des cas où il y a vraiment de grosses dérives. On en entend parler, mais est-ce que c'est toujours aussi horrible qu'on le dit, quoi? Alors, moi, à ce niveau-là, justement, j'ai essayé d'écrire un bouquin qui puisse être lu par des gens qui prennent au sérieux ces inquiétudes-là. On D'accord? a entendu parler beaucoup en France d'un cas qui est le cas emblématique qui a ensuite été beaucoup mobilisé, qui sont les manifestations antiracistes de mai 2017 sur le campus de l'université d'Evergreen, qui est une petite université états-unienne sur laquelle des manifestations étudiantes ont dégénéré, ce qui a conduit entre autres à la prise à partie brutale d'un monsieur qui travaillait là-bas à l'époque, qui s'appelle Brett Weinstein, et qui a en fait qui s'était opposé vertement à l'organisation d'un certain événement en non-mixité, et en proposant, en toute modestie, mais la modestie c'est un peu ce qui le caractérise, hein, monsieur Weinstein, puisqu'il estime, même s'il a publié, me semble-t-il, à ma connaissance, un article dans une revue à comité de lecture de sa vie, il estime qu'il aurait déjà dû avoir plusieurs prix Nobel. Donc c'est Ok. c'est également un grand gourou anti-vax actuellement. C'est un gars qui est un des principaux. Je suis en train d'empoisonner le puits, là. Je suis en train de vous dire tout le mal que je pense de ce monsieur de façon indirecte. Ce monsieur Weinstein avait proposé, donc en toute modestie, qu'on remplace en fait l'événement par une conférence de Brett Weinstein sur la question pour parler un peu entre gens sérieux. Il y a des étudiants qui lui sont tombés dessus d'une façon qui n'est pas acceptable de mon point de vue et qui lui ont soufflé dans les bronches. Il s'est retrouvé ensuite mis en danger et a ensuite, après ça, quitté l'université et obtenu un dédommagement d'1 demi-million de dollars pour sa peine, ce qui, ma foi, est la façon dont fonctionne le système aux États-Unis, j'ai rien à en dire. Est-ce que c'est mal ce qui lui est arrivé?
Moi, oui, je pense que oui. Je pense que aller alpaguer des profs et leur souffler dans les bronches dans le cadre d'une manifestation, même s'ils ont dit ce qu'on estime être des âneries, c'est une très mauvaise stratégie. Et de force est de constater que ça a effectivement été une très mauvaise stratégie dans la mesure où le mouvement social en question a échoué. Donc, si on prend d'un simple point de vue, comment dire, conséquentialiste, ce n'était pas une bonne idée. Ça a foiré. Maintenant, il faut bien voir que des profs qui se font alpaguer dans des mouvements sociaux étudiants, il y en a eu 2 ou 3 dans l'histoire de l'humanité. Des mouvements sociaux qui dégénèrent, il y en a eu 2 ou 3 dans l'histoire de l'humanité. Un mouvement social, a posteriori, c'est très facile de dire ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une période de trouble, c'est une période de confusion. Avoir un contrôle sur ce qui se passe et savoir exactement qu'est-ce qui va se passer, c'est très difficile, même pour les gens qui les organisent. En revanche, il faut bien voir qu'à cette époque-là, il y avait à disposition de M. Weinstein quelque chose qu'il n'y a pas à disposition d'autres gens, qui est une infrastructure médiatique prête à surdramatiser ce qui lui était arrivé pour réécrire l'histoire. Et je vais prendre un autre exemple de manifestation qui a dégénéré, juste pour clarifier ce que je veux dire. Au Canada, l'année précédente, après qu'un enseignant du nom de Jordan Peterson avait fait connaître ses positions antagonistes à la réalité de la transidentité, des étudiants trans ont organisé ce qui était une première d'après les organisateurs, c'est-à-dire un témoignage collectif en public sur la réalité de leur transidentité. Ils sont venus sur la place publique pour dire ben voilà, moi je suis une personne trans, voilà mon histoire, voilà ce qui m'est arrivé, etc. En ne demandant pas plus que de raconter leur histoire. Et ont été interrompus par des journalistes activistes conservateurs, notamment proches, me semble-t-il, d'un groupe qui s'appelle The Rebel Media, qui est un espèce de Breitbart à la canadienne, qui sont venus leur dire bah, nous aussi on veut parler, et donc si vous ne nous laissez pas parler, c'est une atteinte à notre liberté d'expression, et qui ont scandalisé le truc, et ce qui a provoqué une contre-manifestation extrêmement violente, extrêmement inquiétante sur ce campus, coordonnée entre autres par M. Peterson, qui a eu un effet en fait de muselage de ces gens-là qui étaient venus témoigner sur leur situation. Eux n'ont pas eu les mêmes auspices que s'ils avaient été des étudiants conservateurs. C'est ça que je veux dire en fait. C'est-à-dire, oui, bien sûr qu'il y a lieu de s'inquiéter. Il y a pas de, moi, je suis pas là pour dire ne vous inquiétez pas si vous voyez un truc qui vous choque. Je suis en train de me demander est-ce qu'il y a de l'injustice dans le traitement ? Force est de constater que oui. Est-ce qu'il y a ensuite une surreprésentation de ces faits-là ? Force est de constater que oui. Est-ce qu'il y a des phénomènes qui n'ont aucune forme d'importance et qu'on essaye de nous faire passer pour des trucs extrêmement graves ? Oui. Je vais prendre un exemple et après j'arrête mon tunnel. On a eu un député La République En Marche qui est quand même allé sur un plateau de télé pour donner son avis cette année sur le fait que Apple a inclus dans sa collection d'emojis un emoji représentant un homme enceint. Bon, compte-t-il mettre en place une loi, la loi de contrôle de l'emoji français, d'influencer des normes sur ISO sur le sujet Non, non. C'est simplement de la scandalisation ridicule sur un sujet qui n'a aucune forme d'importance. Le nombre de personnes dont la vie va être matériellement influencée de façon négative par l'existence d'un emoji homme enceint est égal à exactement 0. Le nombre de personnes dont la vie va être même marginalement influencée de façon positive est un tout petit peu supérieur. Il n'y a pas lieu de débattre là, ça n'a aucune importance. On n'a pas de temps à consacrer à ces questions dans un pays qui a tous les problèmes sociaux qu'on sait qu'il y a actuellement en France. Néanmoins, on l'a. Donc là-dessus, je pense qu'il faut... voilà. J'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que au lieu de présenter ces disputes, ces querelles ou ces débats comme justement étant des débats, on les présente sous un seul jour qui est celui de il y a une menace qui nous menace tous et non pas un débat. Il n'y a pas des idées qui s'opposent, il y a juste un camp qui est celui entre guillemets des woke qui menace la société entière. Ouais. Et ça se trouve et c'est pour ça que je suggère de le faire en fait, c'est que propose-t-on ? Parce que dire il y a un problème, c'est bien, mais la question c'est comment on le résout. La dénonciation d'un problème public implique implicitement toujours des propositions de solutions. Là-dessus, c'est pour ça que je prends l'exemple du panel sur la question de la culture woke organisé par le MEDEF à l'automne 2021. Quand le MEDEF organise un panel sur la question du danger que fait peser la culture woke au sein de l'entreprise, en prenant comme exemple scandaleux, par exemple, le fait de dire, voilà, il y a dans une entreprise un monsieur qui a porté la valise d'une dame, et comme il a porté la valise d'une dame, il a été
ensuite convoqué pour lui signaler, je ne sais plus si c'était son licenciement ou un rappel à l'ordre, ou un avertissement ou quoi que ce soit, parce que c'est du sexisme de porter la valise d'une dame, vous comprenez, etc. Je ne suis pas en mesure de le vérifier, ça ressemble quand même beaucoup aux rumeurs qu'on a vues aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de prendre l'ascenseur avec une femme sinon vous êtes accusé de viol, où là on sait que c'est un mensonge pur et simple, c'est une fiction complète. Même à supposer que cette histoire soit vraie, quelle est la solution que le MEDEF propose à ce problème par conséquent? Je ne pense pas que ce soit de rendre plus compliqué le fait de licencier ses employés. Je subodore, pour le coup, je me permets de postuler ce que pense le MEDEF, et je ne pense pas que le MEDEF ait l'intention de dire, écoutez, CDI pour tous, avec des très fortes protections sur ce type de situation. Je pense que la solution des MEDEF, c'est plutôt, on va essayer de faire en sorte que l'expression de ces idées-là, par exemple féministes, dans le monde de l'entreprise, devienne plus difficile. Quand on a, et ça on peut le voir à travers des politiques publiques, propositions de politiques publiques concrètes, je prends l'exemple d'un sénateur républicain aux États-Unis qui, après une affaire de soi-disant remise en cause comme ça de la liberté d'expression sur un campus, n'a rien trouvé de plus intelligent à faire que de proposer de tout simplement supprimer, encore une fois, l'emploi à vie et stable et sécurisé des employeurs, ce qu'on appelle le tenure dans le monde anglophone, pour l'ensemble des enseignants de l'État, en disant, après tout, personne ne bénéficie de ce type d'autonomie, pourquoi est-ce que les profs d'université auraient le droit d'en avoir? Donc, que propose-t-on? Que veut-on faire? Parce que on peut être d'accord, je veux dire, moi, ma priorité des priorités, c'est peut-être pas effectivement les cadres supérieurs de grandes entreprises internationales qui font une présentation sur le fait que les femmes sont intrinsèquement inférieures aux hommes et qui perdent leur emploi de ce fait. C'est peut-être pas les personnes dont les licenciements me scandalisent le plus, je vais pas vous mentir. D'autres gens pour qui ça me pose davantage problème. Maintenant, s'il s'agit de rendre plus difficile de virer les gens pour des raisons idéologiques, moi ça me va dans la mesure où je sais que c'est les syndicalistes qui vont arriver en premier dans la liste des gens qui seront protégés de ce fait-là, ou les militantes féministes, ou les personnes qui dénoncent leur petit chef pour avoir agi d'une façon qui est scandaleuse, ou etc., etc. Les gens qui dénoncent l'homophobie de leur patron, on peut faire la liste, ou des cas de racisme ordinaire. Je n'ai pas l'impression que les gens qui parlent de wokisme aient ce problème-là. Ils ont plus, à mon avis, l'air d'être en train de dire le pouvoir en tant que tel n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il soit parfois utilisé d'une façon qui ne nous plaise pas. Là, il y a un arbitraire qui se pose. Et c'est cet arbitraire qu'il faut remettre en question, me semble-t-il. C'est vraiment à l'image de la conclusion du livre, c'est-à-dire cette question de concrètement de quoi on parle et concrètement qu'est-ce que vous proposez. C'est quelque chose qui revient dans la conclusion. Et c'est en ce sens-là que je disais au début du live que ce qui est intéressant, je le redis au chat dans ce livre, c'est vraiment le retour à du factuel, mais pas seulement à du factuel, aussi à des choses proportionnées, une interrogation sur les effets de cadrage dont vous avez longuement parlé, et une interrogation aussi sur la réalité des problèmes ciblés et les solutions, si ces problèmes sont avérés, qui sont proposés derrière, qui effectivement sont assez rarement abordés. Donc il y a quelqu'un aussi, je crois que c'était Earl, qui demandait si c'était facilement libre sans bagage en sciences sociales. Je trouve vraiment que oui. Je trouve qu'en termes de vulgarisation, on est sur un propos qui est extrêmement clair, extrêmement concret. Et même quand on est sur des parties un peu théoriques, quand vous vous rappelez par exemple la genèse du concept de panique morale, ses sources sociologiques, c'est tout à fait clair et vraiment il n'y a pas besoin de bagage préalable pour lire ce livre que donc je recommande beaucoup. Garantie plus facile que Derrida. Plus simple que Derrida, ouais, plus simple que Deleuze. Est-ce que je peux me permettre de faire de la retape pour une collègue et une camarade? Bien sûr. Si ce bouquin vous intéresse, il me semble qu'il s'appaire avec tout un ensemble de bouquins qui paraissent en ce moment, et il y en a un qui voit cette diabolisation des militants de l'intérieur et des militantes de l'intérieur et qui tient des propos très intéressants dessus, c'est « Et maintenant le pouvoir » de la militante afroféministe Fania Noël, qui est une grande intellectuelle contemporaine, qui vient de sortir ce bouquin et qui revient également là-dessus. Moi, je ne parle pas de cette déprise qui est faite au mouvement antiraciste, de ses propres concepts et de ses propres représentations, parce que c'est pas à moi de le faire, mais du coup ça tombe bien, puisqu'il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi qui le font, en l'occurrence, entre autres, Madame Noël, et donc je ne peux que chaudement vous recommander de l'acquérir et de vous y plonger également. Si le sujet vous intéresse, je vous mets le lien dans le chat aux éditions Cambourakis. Voilà. Ok, l'heure est déjà passée, c'est passé tellement vite. C'était passionnant, comme l'a dit Earl tout à l'heure. On aurait envie encore d'en discuter pas mal, mais on va s'arrêter là. Je vais quand même vous mettre, voilà, le livre d'Alex Mahoudeau, La Panic Walk, et je vous mets également un lien, si je le retrouve.
pour ce livre-là. Où est-ce que je l'ai mis? C'est malin. Voilà, édition textuelle. Merci le chat aussi. Ouais, merci. Vraiment, c'était très très chouette. Voilà, donc ben oui, merci à tous, merci à toutes, merci d'avoir participé, merci beaucoup Alex Mahoudo, merci pour le raid aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais vous nous avez ramené tous vos viewers tout à l'heure au lancement du chat, au lancement du live, donc voilà, merci beaucoup, merci d'avoir participé, merci d'avoir regardé. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine. Alors, c'est mercredi à 17h cette fois-ci. Attention, c'est pas 18h, c'est 17h. On a encore un petit changement dû à un changement de planning de notre invité qui est Bruno Tertrais, qui est politologue et qui viendra parler de la guerre, notamment de la guerre en Ukraine. Voilà, donc on sera avec lui mercredi prochain à 17h. D'ici là, portez-vous bien. Merci Alex, merci Fabien et à bientôt. Salut tout le monde. Merci, à bientôt. Salut.